Tout d'abord, merci à Thérèse et à Véronique de l'invitation au Mont du Rani, à vous que vous êtes déplacés en fin de journée. Je vais donc mener une réflexion, une petite conférence autour de mon dernier livre qui s'appelle Neptune et les poissons, le mythe de Dionysos et d'Ariane. En fait, c'est pas forcément simple de faire une conférence autour d'un livre, surtout quand il s'agit d'un sujet qui a été traité avec autant de réflexion sur le plan mythologique, sur le plan astrologique, psychologique. Et donc, je ne vais pas présenter, l'idée, ce n'est pas de présenter l'entièreté de mon livre, mais je vais choisir un fil autour de cette conférence de ce soir. Je vais suivre un fil et je vais quand même vous donner à sentir l'essentiel de la démarche. Peut-être pour commencer, vous dire deux mots sur ma démarche, sur sa nature. En fait, mon travail se situe à l'articulation entre la psychologie jungienne, la mythologie et le symbolisme astrologique. Oui, peut-être une question que je vais vous poser d'entrée de cause. Qui a le sentiment qu'il a des connaissances en astrologie? C'est juste pour ajuster ma conférence. Personne? Non, je ne sais pas. Quand même. Quand même. Qu'est-ce que vous appelez les connaissances en astrologie? Oui, alors, effectivement. Oui, non, mais la grammaire de base. Voilà. Je veux dire, qui sait de quoi il s'agit quand on parle de signes, de planètes, de maisons, la grammaire de base, le vocabulaire de base. Alors mon prof m'a dit que je pouvais lever la main. Je suis en train ni de faire une enquête, ni de faire un test préalable. C'était juste mon souci d'ajuster mon propos. Parce que je peux très bien faire une conférence sachant qu'il n'y a personne qui n'a jamais entendu parler d'astrologie. Donc c'était juste pour ajuster mon propos. Donc finalement, je ne sais pas très bien. Il y a quelques personnes qui ont quelques connaissances. Et donc, voilà. Mais de toute manière, je ne vais pas parler le français à des gens qui parlent le chinois. Ne vous inquiétez pas, je vais adapter mon langage. Donc il n'y aura absolument pas de référence technique au sens vraiment de la grammaire astrologique. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est nécessaire de dire quelques mots sur l'articulation qu'il peut y avoir entre psychologie jungienne, symbolisme astrologique et mythologie. Aujourd'hui, quand on parle de mythe, on peut très vite penser à une affabulation. On parle d'un mythe familial, quelque chose qu'on s'est construit, etc. Ça n'est pas dans cette perspective-là que j'entends le mythe, et qu'on entend le mythe quand on l'articule à la psychologie jungienne et à l'astrologie. Alors, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que, d'abord, les mythes, de ce point de vue-là, ne sont pas extérieurs à nous. Les mythes ne nous sont pas étrangers. Les déesses, les dieux ne sont pas pétrifiés dans des musées. Les déesses, les divinités ne sont pas endormies dans les textes antiques. En fait, on peut dire d'entrée de cause que les divinités, par exemple, comme les héros, comme tous les personnages, comme toutes les figures de la mythologie, renvoient à des forces intérieures, à des composantes psychiques. Et vous savez notamment que la psychanalyse a participé à remettre d'actualité la figure d'Édipe, par exemple, ou la figure de Narcisse pour situer que ces deux figures dont on connaît le destin dans l'histoire de la psychanalyse. Mais par exemple, Aphrodite, la déesse de la beauté, pour dire les choses de manière simple, ou bien Artémis, qui défend farouchement son indépendance,
ou bien Athéna, la déesse née du front de son père et qui est la déesse de la sagesse, de la raison, eh bien ces déesses donnent à voir des valeurs, des conceptions de l'existence qui en fait peuvent être nos valeurs, peuvent être des valeurs dans lesquelles on se reconnaît. Dans la mythologie, les dieux sont en conflit. Il y a la guerre des dieux. Et qu'est-ce que cette guerre des dieux donne à voir? Eh bien en fait nos propres conflits intérieurs, nos propres déchirements intérieurs, nos propres luttes intestines. Ou bien alors, quant aux monstres, dont l'étymologie signifie d'ailleurs montrer, en ancien français de montrer c'est monstrer, le monstre montre quelque chose, les monstres sont la personnification de nos peurs, de nos rejets, de nos répulsions, ou alors, dans la mythologie, les épreuves que traverse le héros, l'héroïne, donnent à voir les étapes, les épreuves que nous rencontrons sur le chemin de notre existence, et pour utiliser un terme du vocabulaire jungien, il donne à voir les épreuves sur le chemin de l'individuation. Donc, à l'instar des rêves, des légendes, des contes de fées, ou bien des textes sacrés, qu'ils soient d'Orient, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, eh bien, à l'instar de ce type de récit, les mythes donnent à voir, en fait, on pourrait dire, les secrets de l'âme humaine, les secrets de la vie psychique, on dirait en langage moderne. Et alors, c'est là tout de suite qu'en fait, vous allez le voir en rentrant dans la réflexion de ce soir, les mythes le donnent à voir selon un certain langage. Ce langage, ça n'est pas le langage du jour, le langage de la grammaire que nous connaissons, mais les mythes l'expriment à travers le langage de la nuit, on rêve la nuit, qui est le langage des images. Il y a derrière vous, face à moi, des cartes de tarot avec des images. Il y a beaucoup d'images. Je vais revenir sur cette question. Ce langage des images, qui est en fait le langage de notre vie psychique. Je rappelle que le mot psyché signifie l'âme. Dans la mythologie, Psyché est une princesse. Et Psyché signifie à la fois l'âme et le miroir. Dans le miroir, on voit une image. Ce langage de notre vie psychique, ce langage de notre âme, nous ne le comprenons plus. D'un point de vue culturel, dans le monde occidental. Nous en avons perdu le fil. Nous ne le parlons plus, nous ne l'entendons plus. La modernité rationaliste a relégué ce langage au rang d'un langage infantile, d'un langage qui serait d'avant l'âge de raison. Et pour la pensée dominante, en tout cas, même si ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais quand même, pour la pensée dominante, les mythes sont au mieux des affabulations, au pire des superstitions qu'il faudrait combattre. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on constate? En même temps, on constate certainement une attention croissante, une sensibilité croissante pour ce type de langage qui est aussi un type d'intelligence. Et par exemple, j'en veux pour preuve un livre que certains d'entre vous avaient peut-être lu. Je pense à celui de Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups. Qui l'a lu? Je me suis peut-être plus connu que ça, mais il y a quelques personnes. C'est une analyste jungienne, c'est une femme qui a beaucoup intervenu aux États-Unis à la suite d'une fusillade dans un lycée, je crois que c'était dans le Colorado, mais elle a intervenu aussi à la suite du drame des Tours Jumelles, là où en fait il y a des traumatismes de ce type-là. Mais elle écrit un livre qui s'appelle « Femme qui court avec les loups », et en fait elle travaille avec les contes, avec les mythes, et en fait la question c'est
que disent certains contes, par exemple, à propos de cette force du loup de se reconstruire malgré les blessures, malgré les difficultés. Qu'est-ce que cela dit d'une certaine composante féminine de ce qu'elle appelle la femme sauvage? C'est elle qui a créé ce concept de femme sauvage. Et donc je disais, en même temps, ce type de langage a, de manière un peu souterraine, de manière encore en partie invisible, est plutôt en voie de recrudescence. Et j'ai remarqué par exemple qu'à Paris, dans des librairies psy, où autrefois on ne trouvait pratiquement que des livres de psychanalyse au sens rigoureux du terme, eh bien on commence à trouver des livres sur les contes de fées, sur le symbolisme, etc. C'est un des signes dont je voudrais parler ce soir. Eh bien, c'est peut-être un des signes que l'on est en train de revenir vers quelque chose que l'on a oublié, vers quelque chose que l'on a perdu, et quelque chose que la modernité, là je fais référence, je vais revenir aux 2-3 derniers siècles, que la modernité a laissé dans son dos en pensant que ce type de langage, ce type de préoccupation faisait obstacle à l'intelligence, faisait obstacle à la raison, faisait obstacle au progrès. Et nous verrons tout à l'heure que ce Dieu, il y a un Dieu dans la mythologie qui revient. Il y a un Dieu dans la mythologie qui revient, et qui en l'occurrence vient d'Orient dans le mythe, vient dans le monde grec, qui est le berceau de notre civilisation occidentale. Il y a un Dieu qui vient montrer à la cité, et ça c'est dans la tragédie d'Euripide, montrer à la cité ce qu'elle a perdu en se coupant de la nature. Je vais revenir sur cette notion. Et ce Dieu, qui est Dionysos, parmi les attributions qui le qualifient, on parle souvent de Dionysos comme du Dieu nocturne, ou bien du Dieu humide, deux qualificatifs qu'on peut qualifier de féminin et qu'on peut rattacher du point de vue, d'un certain point de vue, que l'on peut rattacher au cerveau droit qui, soit dit en passant, est le cerveau oriental. Nous avons aussi dans le cerveau un cerveau oriental et un cerveau occidental. Et donc, c'est un petit peu la réflexion, la thèse élaborée dans mon livre, et je peux la formuler comme ceci, et c'est un bout de chemin que je vais vous proposer. Je vais le dire d'abord à partir du mythe. Est-ce que Dionysos est en train de revenir en ce moment et de parler au nom de quelque chose que la modernité a rejeté, que nous avons rejeté en liant notre destin, en liant le destin de la modernité à une autre figure, la figure de Prométhée, qui en fait est le grand inspirateur et le fer de lance de la modernité occidentale. Et peut-être ça sera un repère, je vais peut-être vous mettre ces deux figures mythologiques au tableau. Prométhée et Dionysos. Et si je dis en termes astrologiques, et après je m'efforcerai de faire l'articulation, est-ce que les valeurs de la planète Uranus, d'abord je la dessine selon le glyphe que l'on utilise en astrologie, et puis à côté je vous la note en toutes lettres, est-ce que les valeurs de la planète Uranus, qui sont en fait fondatrices du monde occidental, du monde moderne, je vais vous en parler, là je fais juste de poser les choses. Est-ce que les valeurs fondatrices de la modernité occidentale, les valeurs d'Uranus, sont en train de céder le pas à d'autres valeurs, à des valeurs représentées par la planète Neptune,
Et je pense que vous l'avez entendu, j'articule directement la figure mythologique de Prométhée à la planète Uranus et j'articule directement la figure mythologique de Dionysos à la planète Neptune. Là, je fais juste de poser les choses. On va prendre le temps d'y réfléchir. Parce que, effectivement, je viens de nommer deux figures mythologiques, Prométhée et Dionysos, deux planètes en astrologie, et on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de nous embarquer dans quoi? De quoi s'agit-il? À quoi fait-il référence? L'articulation entre la psychologie jungienne et la psychanalyse en général et la mythologie est assez simple. Quand je vous disais tout à l'heure que des figures mythologiques comme celle-là, des dieux, des monstres, renvoient à des composantes psychiques, comme Freud a parlé de la figure d'Édipe ou de Narcisse, cela est assez aisé à comprendre. C'est peut-être moins facile de comprendre l'articulation entre la mythologie et l'astrologie. Alors, à un premier niveau, on se dit déjà le nom donné aux planètes, Saturne, Jupiter, Vénus, renvoie à des divinités. C'est le nom latin des divinités grecques. Jusque-là, on se dit, tiens, il y a un lien. Mais on se dit, mais quel lien, au-delà de ça, quel lien peut-il bien y avoir? Bien, par exemple, on peut être né au moment où une planète se lève, ce qui est autre chose que la position du Soleil. On peut être né au même moment que la planète Saturne se lève, qui est un dieu dans la mythologie. Et dans un cas comme celui-là, on a une relation particulièrement intime avec la planète Saturne. Et en fait, la planète Saturne est un constituant psychique majeur de notre existence. Et donc déjà, on se rend compte qu'au plan individuel, un thème de naissance qui est infiniment plus complexe que ce qu'on peut en dire ou penser quand on dit « voilà, je suis Capricorne », ce qui signifie simplement que le Soleil était dans le signe de la Vierge, un thème de naissance est une cartographie du système solaire vu de la Terre à un moment donné. Donc on rentre tout de suite dans une très grande complexité parce qu'il y a déjà le Soleil, la Lune, l'ensemble des planètes. Le Soleil, la Lune et les planètes ne sont pas au même endroit selon l'heure et le lieu. Une planète peut se lever, se coucher, être sur notre tête, être invisible. Bref, un thème de naissance est une cartographie du système solaire. Et en fait, cette cartographie du système solaire est une cartographie psychique. C'est une archéologie psychique. Et en fait, il y a le thème de naissance, on peut... Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Travailler la circulation. Je vous laisse le temps de vous installer. Vous allez devant, et donc, en fait, c'est là, c'est fait vraiment. Vraiment, ça pourrait être l'objet d'une conférence, y compris à des spécialistes, entre guillemets, de l'astrologie. Mais c'est juste pour parler de l'articulation. Un thème de naissance est une cartographie de la vie psychique, et il y a une articulation avec la mythologie. On peut dire qu'un thème de naissance donne à voir les mythes qui nous font, les personnages mythologiques qui sont importants pour nous. Est-ce que c'est Athéna et Artémis pour une femme, plutôt que Héra ou Déméter? Pour un homme, est-ce que c'est plutôt Chronos, Mars, Dionysos? Comment ces dieux sont en conflit? Comment est-ce qu'ils sont en alliance? Qu'est-ce que cela signifie du point de vue de la vie intérieure? Qu'est-ce que ça signifie dans mon rapport aux autres, au monde? Bref, en 2-3 mots, l'articulation entre l'astrologie et la mythologie. Quand il s'agit
d'un être humain, les choses sont assez faciles parce qu'on a une heure, un lieu, une date de naissance. Quand on passe sur le plan collectif, les choses sont plus compliquées. Par exemple, pour la Suisse, le thème de la constitution de la Suisse moderne est facile. On a un lieu, une heure très précise, c'est le moment de l'adoption officielle d'une constitution. Pour la France, ça peut être plus compliqué. Bref, nous avons... bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quand on commence... oui, je formule la question. Quand on se pose la question, mais sur le plan collectif, pour un pays, pour une nation, pour une époque, quelles sont les figures mythologiques qui le fondent? Les choses deviennent plus compliquées et c'est pas le propos ici d'évoquer les différentes références que l'on a pour en parler, mais je vais simplement m'appuyer là-dessus. Je vais simplement vous donner cette référence-ci. C'est l'année 1781 que la planète Uranus a été découverte. Uranus était dans le ciel depuis des millions d'années. En 1781, nous l'avons vu. Maintenant, si vous imaginez, dans l'histoire de l'Occident, vous imaginez cette date. C'est de la même décennie que la France a connu la Révolution. Nous sommes au cœur de la Révolution industrielle. Nous sommes au cœur d'une période clé de l'histoire en Occident où on va voir en quelques décennies, dans un temps relativement court, en quelques décennies, il y a peut-être parmi vous des historiens qui seraient mieux placés que moi pour en parler, mais c'est vraiment une période, bonsoir, c'est vraiment une période de tournant. C'est vraiment une période charnière qui va avoir un basculement du monde occidental. Il va y avoir un tournant historique, vraiment, au point de vue social. Alors la France est au cœur de ce tournant, un tournant social, un tournant politique, et un tournant du point de vue philosophique et spirituel. Au regard du symboliste, la question est celle-ci, mais quelle correspondance y a-t-il, et Jung dirait, mais quelle synchronicité il y a entre, au moment où l'on découvre la planète Uranus, il y a ce tournant historique. Qu'est-ce que ça a à voir avec la planète Uranus? Or, ce qui est remarquable, c'est que ce qui va éclore à ce moment-là, les valeurs qui vont éclore à ce moment-là, le tournant qui est pris à ce moment-là en Occident, a tout à voir avec ce qu'on dit en astrologie de la planète Uranus. Et cela a tout à voir avec la figure de Prométhée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors quand on utilise le terme de Prométhée ou de Prométhéen, ce n'est pas seulement un adjectif utilisé par les astrologues ou les mythologues. Les sociologues vont parler de la modernité prométhéenne, du monde prométhéen. Donc en fait, je vais parler du monde prométhéen pour parler du monde occidental. Et juste, comment il apparaît Prométhée dans la mythologie? Eh bien, quand on lit les textes, on comprend que Prométhée, littéralement, a permis aux hommes de changer leurs conditions de vie en les changeant, en les rendant, c'est exactement les adjectifs utilisés par Hésiode, en les rendant inventifs et industrieux. Prométhée, dans la mythologie, est le grand bienfaiteur de l'humanité. Et en fait, tout ce qu'il va transmettre aux hommes comme bienfaiteur de l'humanité, il l'a reçu de la déesse Athéna. Et en fait, Athéna lui a appris l'architecture, la métallurgie, l'astronomie, la navigation, les mathématiques, l'écriture et d'autres arts encore. Et Prométhée va vraiment se montrer, oui, je dirais, l'audace intellectuelle de Prométhée
le côté révolutionnaire de Prométhée, qui dans la mythologie s'oppose à Zeus, eh bien cette audace, cette propension révolutionnaire a été littéralement le fer de lance de la modernité occidentale. Cette modernité occidentale a vraiment pris son essor dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est la révolution industrielle, en même temps. Et au cours de ces 250 dernières années, depuis lors, marquées par des avancées scientifiques sans précédent, par des innovations technologiques qui n'arrêtent pas de nous surprendre, eh bien, notre monde a porté très loin, très haut, ce qu'on peut qualifier en termes mythologiques des valeurs de Prométhée. Notre monde a mis en scène, s'est laissé inspirer par le mythe de Prométhée. Écoutons quels sont vraiment le rapport incroyable qu'il y a entre les dons que Prométhée fait à l'humanité dans la mythologie et ce que nous avons mis en œuvre au cours de ces 2-3 derniers siècles. Un des dons fondamentaux que Prométhée fait à l'humanité, c'est la raison critique. Prométhée, c'est vraiment dans la mythologie la forte tête qui tient tête à Zeus. Zeus comme pouvoir dominant, ça peut être le pouvoir religieux, le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel, le pouvoir spirituel. Prométhée est d'abord celui qui tient tête. Vous voyez ce que ça va donner en écho de tenir tête au pouvoir dominant. Et Prométhée va être en fait celui qui a une telle audace d'esprit qu'il est capable de questionner tous les a priori, de questionner toutes les opinions, de questionner toutes les croyances, toutes les certitudes. Et donc en fait il va apporter ce que nous avons porté très haut ces derniers siècles, ce qu'on peut appeler une liberté de pensée sur le plan religieux, politique, intellectuel, une liberté de pensée par rapport à un pouvoir surplombant qui prétendrait penser pour les autres, penser à la place des autres, et autrement dit, gouverner les intelligences. En fait, si on considère les grands fondateurs de la modernité, des gens comme Freud, comme Condorcet, comme Auguste Comte, en fait, ils ont tous été des Prométhéens. Ils ont tous tenu tête à la pensée dominante. Ils sont tous opposés à des certitudes, ils se sont tous opposés à des croyances. Dans la même veine, dans le mythe de dans l'épopée de Prométhée, ce bienfaiteur de l'humanité, il y a l'idée du progrès qui s'impose, avec l'idée que la société est perfectible grâce au pouvoir de la raison, justement, grâce au pouvoir de l'intelligence, grâce au pouvoir de l'esprit. Et bien sûr, avec cette idée du progrès, il y a eu ce qui nous a porté pendant des décennies, et je vais venir qui ne porte plus, il y a eu l'idée d'un avenir meilleur, fondé sur le bien commun de l'humanité, avec son corollaire, ce qu'on appelait le contrat social. Enfin bref, l'idée s'est affirmée peu à peu, mais vraiment en fait comme un credo en fait, qu'on ne questionnait pas. L'idée s'est affirmée peu à peu que l'humanité serait libérée grâce à la raison. Et c'est vraiment impressionnant, j'en cite dans mon livre, c'est vraiment impressionnant de lire des passages d'Auguste Comte, par exemple, où il dit « Il viendra ce temps où le soleil brillera sur une terre d'hommes libres grâce à la raison qui aura supplanté les pouvoirs religieux, tous les pouvoirs surplombants. » Donc il y a vraiment, encore une fois, en synchronicité avec la découverte d'Uranus et les valeurs qu'en astrologie on attribue à Uranus, une idée qui s'impose, qui en fait est un credo qu'on ne questionne pas, que l'humanité avance vers sa perfection grâce au pouvoir de la raison. Oui. Je ne sais pas si on peut intervenir, mais si vous pouvez filmer. On peut faire plein de choses.
c'est peut-être plus simple, d'aller au bout de mon propos, et puis après on peut ouvrir la discussion, les échanges. Ça va? Oui. Bref, je disais que l'idée c'est d'affirmer peu à peu que la raison allait nous libérer des vieilles croyances, des anciennes superstitions. C'est à cette époque-là qu'on a inventé quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que on était forcément plus intelligent parce qu'on venait après, alors que c'est un renversement de paradigme complet. Hein. Il y a encore des cultures aujourd'hui qui pensent que la sagesse est chez les ancêtres. Vous êtes d'accord? Chez les anciens. Et il y a eu un renversement complet de paradigme. Forcément, on est plus avancé parce qu'on est de la génération suivante. Et donc c'est aussi dans cette époque-là qu'il y a ce paradigme où on coupe la tête du roi à tous les niveaux. Il faut faire table rase du passé. Le progrès suppose que l'on fasse table rase du passé. Bref, dans la droite ligne, en fait, de son inspirateur mythologique, le monde occidental s'est laissé prendre. Je parle au passé, parce que c'est déjà plus vraiment le cas. Hein. C'est pour essayer de suivre un fil. Le monde occidental s'est laissé prendre à l'idée d'un progrès sans fin, d'un avenir radieux, d'un lendemain qui chante, à condition, bien entendu, de faire table rase du passé, et à condition de n'avoir pas d'autre gouverne que la raison. Mais si on donne tout pouvoir à la raison, en fait, on a remplacé un Dieu par un autre. Et puis, on a commencé à déchanter. Alors, il y a eu le XXe siècle avec ces deux guerres qui n'a pas forcément remis en cause nos modes de pensée, même si ça crée les bouleversements que l'on sait. Et ces dernières décennies, on a vraiment dû commencer à déchanter à plein de niveaux, et en particulier, on a commencé à douter vraiment du mythe qui nous a inspirés. On a commencé à douter de l'idéal qui nous avait porté. On a commencé à douter de l'idée du progrès sans fin. On a commencé à vraiment, pas seulement à douter, mais vraiment à penser que l'idée d'un avenir meilleur, grâce à la raison, grâce à la technologie, grâce à la science, cette idée-là avait vraiment des limites. Et certains esprits ont commencé à se demander si le rationalisme n'était pas devenu une nouvelle religion. Et si à décréter la mort de Dieu, on n'avait pas mis un autre Dieu à sa place. Et en tant que psychanalyste, on sait bien que les choses se transforment. Et il faut toujours se demander, quand on quitte une croyance, vers quelle autre croyance on glisse. En fait, déjà au XIXe siècle, ça nous ouvre sur la question de Dionysos et de Neptune que j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, il y a déjà de grands esprits qui s'étaient inquiétés de cette évolution. Et je pense par exemple au courant romantique, qui est un courant évidemment d'inspiration, enfin je dis évidemment pour les quelques personnes qui font de l'astrologie, qui n'est pas un courant d'inspiration uranienne, mais d'inspiration neptunienne. Le courant romantique n'a pas à voir avec Prométhée, mais à voir avec la figure de Dionysos dont je vais parler. Eh bien, le courant romantique, surtout en Allemagne, en fait a été une grande tentative, on peut dire, de réenchanter le monde, de donner toute sa place aux dimensions qu'on peut appeler nocturnes de la réalité, à la sensibilité, à l'imagination, à la poésie, à la fantaisie. Cette valorisation a passé dans le courant romantique par la valorisation de la nature, sur laquelle je vais revenir. Bref, le romantisme a été une tentative de s'opposer à ce qui était en train de se passer. Les romantiques avaient peur que la révolution prométhéenne aboutisse à une mécanisation de la vie, à une mécanisation du vivre. Mais le sauf prométhéen, le mythe prométhéen
était si fort qu'il a en grande partie colonisé l'esprit occidental, et les tentatives neptuniennes de réenchanter le monde sont restées souterraines, marginales, et on peut se demander aujourd'hui, en tout cas ce sont les signes que je vais questionner un petit peu ce soir, on peut se demander si cette contagion n'est pas en train de se répandre de manière invisible, à la manière de Neptune qui est un dieu des eaux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de couler dans des sous-bassements qu'on ne voit pas encore? En fait, la dissociation, parce que c'est une question clé, en fait, la dissociation, le clivage entre ce qu'on peut appeler la cité et la nature, l'esprit et le corps, l'esprit et l'âme, la sensibilité et l'intelligence, l'analyse et le ressenti, bref, le cerveau gauche et le cerveau droit, l'hémisphère occidental et l'hémisphère oriental, cette rupture en fait est une très très vieille. Cette dissociation est une très vieille histoire. On peut la faire remonter très 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 loin. Pour certains auteurs, on pense que ça a commencé quand l'humanité s'est sédentarisée, passant de la nature au village. Elle a commencé à ce moment-là, mais elle a pris manifestement un tournant décisif dans l'ordre de la rupture à l'époque dont nous parlons ici, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Elle a pris un tournant décisif avec la modernité qui a, on peut dire, si j'utilisais un langage provocateur par rapport à la modernité qui s'est constituée sur le rejet de la religion, on pourrait dire que la modernité, en fait, a fait de Prométhée son saint patron. A fait de Prométhée son saint patron et a fait de la déesse Athéna, la déesse née du front de Zeus, sa déesse, son dieu. Évidemment, et Prométhée et Athéna ont des valeurs extrêmement importantes, qui ont été extrêmement porteuses, qui nous ont énormément apporté. Prométhée est un bienfaiteur de l'humanité, mais cela crée un déséquilibre, cela crée une dissociation à laquelle nous sommes, on le voit de multiples manières, de plus en plus douloureusement et de plus en plus dangereusement peut-être confrontés. C'est impressionnant d'essayer de penser à quel point on baigne dans cette contagion collective. Et quand on baigne dans une culture, là je parle de la culture occidentale moderne, comme quand on baigne dans une famille, dans des valeurs familiales, dans des valeurs sociétales, il est très difficile de s'en extraire pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Autrement dit, en termes psychologiques, il est très difficile de prendre la mesure de notre identification, de notre fusion avec ces valeurs-là. Je vais simplement vous soumettre une réflexion. Quand on utilise, c'est le cas de Diane, quand on utilise en français le verbe réfléchir, entendez-le bien, quand on utilise en français le verbe réfléchir, ou bien le verbe comprendre, on pourrait faire un test ici, mais je suis sûr que dans une assemblée de 500 personnes, si je disais, mais qu'est-ce qu'on entend quand on entend le verbe réfléchir ou bien le verbe comprendre, les gens définiraient ces mots comme une opération de l'esprit, comme un processus de la pensée. Or, le verbe réfléchir, étymologiquement, ne dit pas du tout ça. Réfléchir parle de reflet. Réfléchir parle de miroir. Dans le ciel, ce qui réfléchit, c'est la lune. Elle fait miroir. Réfléchir autrefois, c'était autre chose. C'était pas seulement une opération de la tête. Réfléchir. Mais les rêves sont un reflet avec des images. Une carte de tarot est un reflet. Les symptômes physiques dans notre corps reflètent quelque chose. Nos émotions reflètent quelque chose. Du point de vue du vivant,
Réfléchir, c'est regarder dans le miroir. Qu'est-ce que ces événements que je vis aujourd'hui me donnent à voir en reflet? Qu'est-ce que ces symptômes physiques, par exemple cette tension que je ressentirais à quelque part dans mon corps, est-ce qu'elle donne à voir une crispation? Vous entendez le mot réfléchir? On a perdu ce sens-là, de la réflexion. Le mot comprendre, c'est la même chose. Pourtant, le mot comprendre, qu'est-ce qu'il signifie étymologiquement? Le mot comprendre signifie prendre avec soi. Mais est-ce que ce... Et là encore, et c'est toute la... Et c'est tout le malentendu qu'il y a. On pense, quand on pense le verbe comprendre aujourd'hui, on pense prise de conscience. Parce qu'on a eu une prise de conscience, est-ce qu'on se comprendrait? C'est un début de compréhension. Mais la compréhension de soi ou des autres, ou d'une situation, ne peut seulement se réduire à une compréhension de la tête. Mais je me comprends. Est-ce que je me comprends avec mes émotions? Est-ce que je me comprends avec mon corps? Est-ce que je peux prendre tout cela? Est-ce que je peux rassembler tout cela? Est-ce que je prends avec moi le petit garçon, la petite fille que j'étais, avec ses espoirs, ses rêves et ses terreurs? Est-ce que je le prends avec aujourd'hui, dans mon corps, dans mes émotions? Comprendre, c'est tout cela. Du point de vue de la modernité occidentale, du point de vue de l'esprit occidental, comprendre, c'est Uranus. Avec toute la force qu'il y a, c'est Prométhée, avec toute la lucidité qu'il y a. Si vous lisez Freud, on voit bien la lucidité qu'il y a. Mais est-ce qu'on se comprend au niveau du ressenti, au niveau de l'émotion? Est-ce qu'on se comprend au niveau du corps? Est-ce qu'on comprend comment notre histoire s'est inscrite dans notre corps? Est-ce qu'on comprend qu'il n'y a pas la moindre crispation qui est le reflet, qui réfléchit une émotion, qui réfléchit quelque chose? Et en fait, ça pose notamment la question de est-ce que les valeurs d'Uranus et de Prométhée sont épuisées? Est-ce qu'elles nous ont donné tout ce qu'elles pouvaient nous donner? Est-ce que nous n'avons pas besoin de nous ouvrir à un autre paradigme? De nous ouvrir, en fait, de retrouver. C'est bien ça la question, de retrouver, parce qu'il n'y a pas à inventer, il y a à retrouver. Donc, à la fois, on doit beaucoup, en termes mythologiques, à Prométhée, en termes astrologiques, on doit beaucoup à Uranus, à son audace intellectuelle, à son esprit critique, à sa capacité de révolte, à sa capacité révolutionnaire. On doit beaucoup aux fondateurs de la modernité, à Freud, à Condorcet, à Auguste Comte, qui ont osé questionner, par exemple, l'aliénation des religions, à une époque où les églises colonisaient les esprits et les consciences. On leur doit beaucoup, mais en même temps, ça ne doit pas nous arrêter. Ça ne nous empêche pas de questionner l'impasse dans laquelle nous nous sommes engagés et l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Je vous donne juste un exemple. Parmi les bienfaits que Prométhée a fait à l'humanité, quand je retourne au texte mythologique, chez Hésiode, on peut lire « Prométhée a mis les animaux sous le joug afin qu'asservis aux hommes, attelés ou chargés, ils suppléent aux pénibles travaux de la terre. » Prométhée a mis les animaux sous le joug pour suppléer aux pénibles travaux de la terre. Oui, c'est un grand apport, mais nous avons tellement bien appris la leçon. Nous sommes allés tellement loin dans cette logique que nous avons réduit les animaux au rang d'objets de consommation. Aujourd'hui, semble-t-il, on n'élève plus des animaux dans des fermes, mais dans des exploitations agricoles. On n'élève plus des animaux, mais on produit de la viande. Vous entendez là, ces mots? Et ce langage, en fait, témoigne d'une dérive effroyable. En psychanalyse, on ne parle pas de psyché, de l'âme. Psyché, la belle princesse, aimée d'Eros, aimée de Dieu. On parle d'appareil psychique. Vous entendez comment le langage est devenu
utilitaire. Et le langage, vous savez bien qu'il dit beaucoup de choses. Les mots qu'on utilise ne sont pas anodins. Et ce glissement de langage témoigne en fait d'une évolution effrayante, d'une coupure avec le vivant. Et en fait, de la logique de l'exploitation des richesses, on est passé tout bonnement à celle de l'industrie agroalimentaire et à celle littéralement de la marchandisation du vivant. Mais en fait, les racines de cette évolution sont beaucoup plus profondes qu'on imagine. Elles sont vraiment dans le clivage dont j'essaye de faire état. Prométhée a pris la défense de l'humanité contre toutes les formes d'oppression dans le monde. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de la découverte d'Uranus, notamment avec la Révolution. Prométhée a été aussi le grand inspirateur de la Révolution, de la Déclaration des droits de l'homme, du contrat social qui en découle, et il s'agissait bien de prendre le parti des laissés pour compte. Il s'agissait bien de donner, de prendre la défense des exclus et des humiliés. Il s'agissait bien de passer un nouveau contrat et de dire le droit des sans-droits. Mais il nous faut considérer aujourd'hui ce que cette logique-là a laissé derrière elle. C'est-à-dire des sans-droits dont le contrat social n'a rien dit. Parce qu'il s'agit bien de la Déclaration des droits de l'homme. Mais est-ce que le vivant n'est constitué que des hommes? Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Michel Serres. Juste un petit passage qu'il appelait, en écho au contrat social, il a intitulé ce livre « Le contrat naturel ». Comme le contrat social, dit-il, la Déclaration des droits de l'homme ignore et passe sous silence le monde. Nous ne le connaissons plus parce que nous l'avons vaincu. Qui respecte les victimes? Monopolisé par la science et l'ensemble des techniques associées au droit de propriété, la raison humaine a vaincu la nature extérieure dans un combat qui dure depuis la préhistoire, mais qui s'accéléra de façon sévère à la révolution industrielle. Une fois de plus, il nous faut maintenant statuer sur les vaincus et les victimes. Il nous faut écrire les droits des êtres qui n'en ont pas. Et donc, la question que je soumettais est à peu près celle-ci. Est-ce que on est en train de passer d'un monde d'inspiration prométhéenne à un monde inspiré par Dionysos, le dieu du vin, notamment de l'ivresse, sur lesquels je vais revenir? Est-ce qu'on est en train, en termes astrologiques, de passer d'un monde d'inspiration uranienne à un monde d'inspiration neptunienne? Dans le système solaire, Neptune suit la planète Uranus selon la distance par rapport au Soleil. Je me suis fait comprendre en disant ça. Dans le système solaire, vous avez les planètes visibles à l'œil nu, jusqu'à Saturne, et puis après il y a Uranus, et après il y a Neptune. Il y aurait une logique symbolique au fait que l'humanité ait d'abord intégré les valeurs d'Uranus, et nous avons besoin ensuite d'intégrer, de faire nôtre les valeurs de Neptune, et c'est autour de cela que je vous propose un petit bout de réflexion. Nous aurions besoin, pour contrebalancer les valeurs de l'esprit, les valeurs de la tête, d'intégrer un autre type de valeurs opposées et complémentaires, dans un processus d'unification, là où nous avons créé un clivage, une division. Et qui
qui est ce dieu Dionysos? Alors, vous savez, souvent quand on pense à la mythologie, on a des références avec la mythologie romaine, et à bien des égards, tout devient décadent. Parce que quand on pense à Dionysos et qu'on pense à Bacchus, en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Dionysos, c'est vraiment une divinité extrêmement complexe. Si vous prenez des études universitaires, vous allez trouver des centaines et des centaines de thèses universitaires consacrées à Dionysos. C'est gigantesque comme divinité. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, en général dans la mythologie, c'est que quand on connaît l'histoire d'Ariane, vous savez, avec le fils d'Ariane, Thésée, le Minotaure, on se rappelle de l'histoire d'Ariane qui est tombée amoureuse de Thésée et qui lui a permis de sortir du labyrinthe grâce à son fil. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ensuite Ariane a épousé Dionysos. Elle a épousé le dieu et elle est montée au ciel. Et c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est Dionysos et Ariane. Tout à l'heure, je disais, mais est-ce que nous avons oublié quelque chose? Est-ce que nous avons oublié un certain type d'intelligence? Est-ce que même nous l'avons rejeté derrière nous? Est-ce que ce type d'intelligence est en train de faire retour, est en train de revenir? C'est intéressant le mot retour, parce que le mot retour renvoie à l'idée de révolution. Et en français, quand on entend la révolution, surtout en France, vous êtes d'accord, on entend le mot révolution, c'est 1789. Et il y a dans la tête de tout Français un révolutionnaire. Il faut couper les têtes. Et donc l'idée de la révolution, c'est l'idée d'une rupture. Mais en latin, le mot révolution signifie aussi autre chose. C'est la révolution d'une planète. Et la révolution signifie aussi le retour. Et donc en fait, il y a deux manières de faire la révolution. On pourrait dire, il y a une manière astrologiquement qui a à voir avec Uranus, qui est de rompre avec le passé. Et il y a une manière qui a beaucoup plus à voir avec le dieu du vin, de la vigne avec Neptune, qui est de faire retour vers quelque chose dont on a la nostalgie, de faire retour vers quelque chose de perdu, d'enfoui, qu'on sent obscurément, mais qu'on n'a pas encore identifié. Oui, littéralement, étymologiquement, le mot révolution parle l'idée du retour de la planète, par exemple, la Terre qui fait le tour du Soleil en 365 jours, ou bien la Lune qui fait le tour de la Terre en 28 jours. Eh bien, Dionysos, c'est justement le dieu qui fait retour. Il revient à Thèbes, dans la Grèce antique. C'est la ville où il est né. Mais en fait, il vient d'Orient, nous dit le mythe. Et déjà, un des signes d'un changement qui est en cours, il y a effectivement la pénétration du monde occidental par un certain nombre de valeurs à caractère oriental. Les saveurs orientales ne sont pas seulement dans nos assiettes. Les encens du Tibet, du Japon brûlent pas seulement dans nos maisons. Il y a un parfum de valeur orientale, il y a un intérêt pour l'Orient. Et d'ailleurs, cet intérêt pour l'Orient a commencé à être très fort et manifesté par des intellectuels au XIXe siècle. Dans le même temps que le mouvement romantique. Et on a commencé à s'intéresser à l'Orient, en particulier un Orient un peu mystifié, idéalisé, au sens que on avait le sentiment que l'Orient était le conservatoire, le musée de ce qu'on était en train de perdre. Alors à la fois c'est un Orient totalement idéalisé, pas réel, mais comme si on était en train de perdre quelque chose de précieux, de rejeter quelque chose de précieux, et ceux qui souffraient de cette perte se sont tournés vers l'Orient, vu un Orient mystique, érotique, imagé, polythéiste, là où en fait le monothéisme de la raison occidentale était en train de coloniser les esprits. Et donc Dionysos arrive
d'Orient, il revient à Thèbes, et qu'est-ce qu'il a fait en Orient? Il a implanté la culture de la vigne et du vin. Et il arrive à Thèbes pour plusieurs choses, mais en fait c'est une seule et même chose. Une chose, c'est qu'il veut apporter la vigne et le vin aux hommes, et dans la tragédie d'Euripide, Euripide rajoute pour les délivrer de leur chagrin. Il semble que dans le mythe de Dionysos, il est évident que le manque de vin occasionne du chagrin et que par rapport au chagrin, l'antidote c'est le vin. Il faut entendre des choses sur le plan symbolique. Il vient aussi à Thèbes, et là je rejoins ce que je dis en début de réflexion, littéralement, il dit « Il faut que Thèbes comprenne, que la cité comprenne ce qu'elle a perdu en se coupant de la nature. » Et il ajoute « Quand tout sera en ordre ici, quand tout sera en ordre ici, je m'en irai sur une autre terre. » Autrement, c'est vraiment, pour qui connaît Dionysos, le dieu de la folie, le dieu du délire, le dieu de la transe extatique, accompagné par les bacchantes, les ménades hystériques. Il est quand même assez piquant d'entendre dans sa bouche « Quand tout sera en ordre ici, je m'en irai. » Pourtant, Thèbes, la Thèbes de l'époque est gouvernée par le roi Panthée, on pourrait dire aujourd'hui un parfait énarque. Thèbes devait être particulièrement bien gérée au niveau organisationnel. Et pourtant, Dionysos pense que ça n'est pas du tout en ordre. Sans doute savez-vous ce que ça signifie, l'ordre en Grèce. Il faut entendre le mot en Grèce. L'ordre, c'est le cosmos. L'ordre renvoie au cosmos. L'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est ce qui rassemble. L'ordre, c'est ce qui organise. Notre organisme, il est dans un ordre. Chaque organe accomplit sa fonction. Chaque membre est à sa place. Mais quand il y a une rupture entre la cité et la nature, quand il y a une rupture entre la tête et le corps, ça n'est plus en ordre. C'est en désordre. C'est du chaos. Et en fait, Dionysos vient rétablir l'ordre. Il faut que la cité comprenne qu'elle s'est coupée de la nature. Quand j'aurai rétabli cela, et notamment en offrant le vin, je m'en irai sur une autre terre faire la même chose. Et il arrive dans une cité, en fait, qu'il rejette. Il arrive, Panthée, le roi de Thèbes, veut faire enfermer ce fou allié. Il veut faire bouter hors de la ville les bacchantes, enfermer les femmes qui accompagnent Dionysos. Évidemment, il arrive dans un monde qui rejette les valeurs du dieu du vin. La question c'est, et si cette histoire était en train de se passer aujourd'hui? Et si elle se répétait aujourd'hui? Et si l'esprit de Dionysos, la sensibilité de Dionysos était en train d'insuffler notre monde de différentes manières? Je ne parle pas de quelque chose qui vient d'ailleurs, je parle de quelque chose qui vient de l'intérieur de l'humanité, de l'intérieur du cœur humain, de l'âme humaine. Je ne parle pas de quelque chose qui vient d'ailleurs. Et si il y avait une poussée comme cela en nous, un besoin comme cela, et si en même temps il y avait une résistance terrible, comme c'est le cas à Thèbes, où le prince, c'est-à-dire le pouvoir régnant, notre manière de penser, voulait rejeter le Dieu hors la cité. Et en fait, ce que Dionysos vient apporter à Thèbes, et ce qui vient peut-être apporter à notre monde, c'est peut-être, selon moi, ce dont nous avons le plus besoin. Ce dont on s'est détourné, peut-être de la façon la plus tragique. Et on pourrait se poser la question, mais
comment comprendre ce qu'apporte Dionysos? On a parlé tout à l'heure des dons que Prométhée a fait à l'humanité. La raison critique, le progrès, la science, l'avancée technologique. Prométhée a rendu les hommes inventifs, industrieux. Mais alors Dionysos, faire le don d'un misérable végétal, la vigne, à une humanité qui semble n'avoir les yeux qui brillent que devant les dernières trouvailles technologiques. Faire le don d'un misérable végétal. Quel intérêt? Mais pourtant, il faut s'arrêter sur le végétal. Le végétal, c'est le verdoyant. Le végétal, c'est ce qui est parcouru par la sève. Et d'ailleurs, quand Dionysos est dans les forêts autour de Thèbes, eh bien, il y a le miel, le lait, le vin qui coule. Est-ce qu'en faisant don d'un végétal et d'une boisson, est-ce que Dionysos répond aux besoins d'une humanité qui est en train de se dessécher? En faisant le don d'un végétal, est-ce que le Dieu parle pas au nom du plan sensible en nous? Je ne sais pas comment vous entendez quand vous entendez le plan sensible. Le plan sensible, il faut l'entendre au double sens du terme. On sent à la fois avec les émotions et on sent à la fois avec la sensation. Sentir, c'est autant au niveau du ressenti émotionnel que de l'éprouvé corporel. On sent beaucoup de choses avec le corps. Et en fait, le corps est une mine d'informations permanente. Tout comme nos émotions. Et en faisant le don d'un végétal, on peut dire que Dionysos vient ouvrir le monde de sensibilité, c'est-à-dire le monde de perception. Là où on pense encore une fois que l'intelligence, c'est seulement le raisonnement. L'intelligence, c'est le raisonnement, mais c'est aussi la capacité de la résonance, de la réflexion, du miroir. Évidemment que ce n'est pas un hasard si Dionysos apporte le vin. Le vin invite à la fraternisation, pas de fête sans vin, mais beaucoup plus que cela. Pas de noces sans vin, pas de mariage sans vin. Et si nous limitons la connaissance à la sphère du cerveau gauche, nous ne sommes pas mariés. Nous sommes divisés au niveau du cerveau. Le mariage, symboliquement, c'est la conjonction des complémentaires. Ce n'est pas seulement le mariage entre un homme ou une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes. Le mariage, ça ne s'accomplit pas seulement entre deux personnes. Le mariage, symboliquement, c'est la réunion de deux polarités opposées. Et dire que Dionysos apporte le vin, c'est dire qu'il apporte une boisson de réunion. Et il dit encore qu'il apporte le vin pour que les hommes et les femmes, bien sûr, apprennent à vivre en grappe. Autrement dit, pour qu'ils éprouvent le sentiment qu'ils appartiennent au même septe. Autrement dit, il vient lever des divisions dans un monde qui a tendance à tout séparer, à tout spécialiser. Et donc, oui, on peut se poser la question, et si le vin
et si l'ivresse de Dionysos, en termes astrologiques, et si l'ivresse neptunienne était une voie de connaissance, qui nous permet de relancer la quête de la conscience, de l'éveil de l'esprit. Et si l'ivresse était un moyen de perdre la tête au sens symbolique du terme. En parenthèse, dans le mythe, Panthée perdra la tête. Le roi de Thèbes perdra la tête, mais il la perdra tragiquement. Il sera décapité à force de lutter contre Dionysos. Autrement dit, à force de lutter contre une partie de lui-même. À ne pas vouloir lâcher le contrôle de la tête, à ne pas pouvoir lâcher les défenses de la tête, il la perdra véritablement. Il faut encore noter ceci. Quand Dionysos arrive à Thèbes, avec ses bacchantes, avec ses ménades, les femmes de Thèbes, qu'est-ce qu'elles font? Les femmes du palais, la mère du roi, la tante du roi, elles rejoignent les forêts. Elles rejoignent les forêts et Euripide les décrit couchés à même les troncs des sapins, sur la mousse. Il les décrit disant tout membre détendu, tout membre délié, autrement dit, dans une détente, dans un lien affectif, dans un lien sensible avec la nature, dans un lien de corps à corps avec la nature, et non plus confinés entre les murs de leur palais, entre les murs de leur maison, mais dans un lien organique avec le monde. Autrement dit, et c'est en cela que Dionysos pourrait dire aujourd'hui, ce monde n'est pas en ordre, c'est du chaos. Je ne sais pas si vous connaissez en Grèce, les opposés, le cosmos et le chaos. Le cosmos, on parle ici, c'est la division, c'est le conflit psychique. C'est le conflit qui nous déchire. Le chaos, qui peut aller jusqu'à l'éclatement, l'éparpillement. Le cosmos, c'est l'ordre. Le système solaire constitue un cosmos. Il y a le Soleil au centre, qui, par sa puissance de gravitation, rassemble toutes les planètes. Et chaque planète est à sa place. Comme chaque organe est à sa place, joue son rôle, accomplit sa fonction dans notre corps. Cela, c'est un cosmos. Eh bien, Dionysos vient rétablir du cosmos, de l'ordre, dans un monde qui se croit en ordre, dans un monde qui se croit super bien organisé. Le Dieu dit ça, c'est du chaos. Il rétablit l'ordre en montrant quoi? En rétablissant le caractère entier de la vie. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, quand on parle dans le vocabulaire jungien du processus d'individuation, le mot qu'utilise souvent Jung, la forme verbale qu'utilise souvent Jung en allemand, c'est ganz werden, pour ceux qui comprennent l'allemand, c'est-à-dire devenir entier. Devenir entier. Là où on a tendance à être divisé. Eh bien, Dionysos vient rétablir le caractère entier de la vie. Alors, par exemple, pas seulement l'idée prométhéenne ou uranienne de la solidarité sociale, pas seulement l'idée ou l'idéal du contrat social, mais la sensation, le sentiment d'être lié. Vous entendez le fossé qu'il peut y avoir entre l'idée et la sensation. La sensation de faire partie d'une même grappe en tant qu'humanité. La sensation de faire partie de la nature, qui serait ressentie comme elle est, c'est-à-dire comme un cosmos, c'est-à-dire comme un organisme vivant, auquel nous sommes liés de façon organique, comme le poumon est lié au foie, au cœur. Et donc aussi, pas seulement un idéal uranien de fraternité,
mais une organicité fraternelle véritablement éprouvée, à condition, semble nous dire le Dieu, de boire du vin et de perdre la tête symboliquement. Et donc, oui, en particulier, dans un monde où la raison, la spécialisation a tendance à séparer, à atomiser, à disséquer, Dionysos vient rétablir la compréhension, le sentiment que tout est lié. Il nous offre d'ouvrir autrement nos yeux sur le monde, là où notre manière de le regarder à distance nous le fait voir comme une juxtaposition d'objets. Je veux dire, une certaine pratique de la médecine spécialisée, et Dieu sait si les spécialisations sont importantes en même temps, mais le risque, c'est de voir un cœur, un cerveau, et de perdre de vue l'organisme, de perdre de vue, on pourrait appeler le système. Tout comme les citoyens de Thèbes de l'époque, nous sommes peut-être des citoyens du monde. Nous sommes peut-être des citoyens du monde. Nous voulons peut-être des citoyens du monde, mais est-ce que nous sommes les habitants d'un monde perçu comme un organisme vivant? C'est la question qui se pose. Et elle a, si on était à cet endroit-là, cela aurait des retentissements vraiment immédiats. En fait. Cela orienterait nos choix, cela orienterait la législation, cela orienterait les décisions. Mais ce qu'il nous faut considérer aujourd'hui, c'est que notre rapport au monde s'est établi progressivement dans la tête. Il y a une image magnifique dans la tragédie d'Euripide. Comment fait le roi de Thèbes pour aller voir les bacchantes dans les forêts, pour aller voir ces femmes qui sont complètement vivantes dans la nature? Il se fait jucher au sommet d'un sapin. Ça, c'est notre manière d'être au monde. Comme si on observait la vie comme un scientifique qui mène une expérience de laboratoire. Non pas lié au vivant, dans le vivant. Vivons les choses dans l'entièreté de notre incarnation, mais observant le monde à distance. Comme si, en fait, le regard scientifique était devenu le nôtre. Non pas que le regard scientifique ne soit pas une belle chose, une chose précieuse, mais ici je parle de ce qu'elle exclut et de comment elle nous met dans un rapport d'exclusion ou d'aliénation par rapport au monde et par rapport au vivant. C'est intéressant de questionner de ce point de vue-là le mot écologie, l'écologie. Je ne sais pas si vous le savez, dans écologie, vous avez le suffixe logie, hein, le logos, le discours, hein, la science, le discours. Mais oikos, en grec, c'est la maison. L'écologie, c'est la science de la maison. Il faut bien entendre ce mot. Et donc, avant d'être une science, une idée, une grande idée, l'écologie est simplement une réalité. Nous faisons tous partie de la même maison. Et nous n'en avons pas d'autre. Nous n'avons pas de solution de rechange. Nous faisons tout, la planète Terre est, pour nous tous, la seule maison. Et avant d'être une grande philosophie, l'écologie est une réalité. Et donc, plutôt que d'être une idée, l'écologie aurait besoin d'être une expérience, encore une fois, vécue concrètement, vécue sur le plan sensible. L'idéologie écologique, parce qu'il y en a, le militantisme écologique peuvent être aussi des manières dangereuses et s'alimenter d'une espèce de révolte contre ce monde,
d'une critique en règle de ce monde. Nous avons avant tout besoin d'une véritable sensibilité écologique. Une sensibilité au sens fort du terme. On a besoin de rétablir un véritable sentiment écologique. Et alors les gens qui font de l'astrologie entendent bien de quoi il s'agit, parce que Neptune pose en fait notamment toute la question de la compassion, du verbe compatir au sens fort du terme. Tant qu'on ne compatira pas avec les animaux qui sont en train de perdre leur habitat, avec l'ours qui est en train de dériver sur ce morceau de banquise, tant qu'on ne sentira pas la souffrance des espèces qu'on est en train de tuer, les choses ne changeront pas vraiment. Parce qu'on ne sera pas vraiment impliqué. On se dira qu'il faudrait faire des choses sur tous les autres, sur tout le gouvernement, sur tous les politiques. Mais on ne se sentira pas personnellement impliqué. Et on se sent personnellement impliqué quand on est touché, quand on est ému, quand on se rend vraiment sensible. Avec la tête, on peut toujours garder de la distance. Et donc, ça ne suffit pas, même si c'est important qu'on le fasse, ou que des personnes ou des mouvements le fassent, cela ne suffit pas de dénoncer l'instrumentalisation du vivant. Ça ne suffit pas de dénoncer la marchandisation du vivant que certaines multinationales voudraient breveter, n'est-ce pas, avec la complicité des politiques. Nous sommes tous concernés parce que derrière tout ça, il y a une question radicale qui est posée, c'est notre rapport à l'autre. C'est notre rapport à l'autre qui est en cause, à l'autre auquel nous sommes reliés, d'après Dionysos, de façon organique. Nous ne sommes pas séparés de la nature. On ne peut pas observer le monde comme une chose. Et pourtant on le fait. Je me suis intéressé, on peut regarder les choses par tellement d'angles différents. Il y a peut-être parmi vous des spécialistes, je ne sais pas, mais je me suis intéressé par exemple, comme il s'agit de Dionysos, le dieu du vin, je me suis intéressé à ceux qui pratiquent la viticulture dite biodynamique, inspiré des travaux de Rudolf Steiner. Pour les personnes qui font de l'astrologie, je signale que c'est un grand neptunien. Il est né avec le soleil dans le signe des poissons, il y a la planète Neptune dans le signe des poissons. Petite parenthèse avec ce que j'ai dit au début, Steiner est marqué par le mythe de Neptune et de Dionysos. Il est très sensible à ces questions-là. Et donc la viticulture biodynamique est inspirée notamment des travaux de Rudolf Steiner. Alors, la viticulture biodynamique est encore assez marginale aujourd'hui par rapport aux hectares de vignes en France ou ailleurs dans le monde, et notamment parce qu'elle exige un surplus de main-d'œuvre, notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ce type d'approche s'inscrit dans une conscience plus vive du lien avec la nature, du lien avec le cosmos. Et en fait, ça va plus loin que la viticulture dite biologique, parce qu'il y a la question de faire les soins de la vigne en fonction des rythmes de la lune, etc., etc. Donc vraiment dans la perspective d'une terre liée au cosmos. Et je viens d'un grand canton viticole en Suisse, le plus grand canton viticole de la Suisse, et il y a une femme qui s'est convertie à la viticulture biodynamique il y a 20-30 ans, un grand domaine pour la Suisse. Et elle s'appelle Marie-Thérèse Chapa, si jamais. Et au début, vous imaginez, au début qu'elle a converti ses vignobles à la viticulture biodynamique, elle a été moquée, elle a essuyé un sarcasme. On racontait même
entre autres gentillesses, qu'elle faisait le thème astrologique de chaque grappe avant de la couper. Enfin bref, vous avez très bien compris que à Thèbes, on aurait traité de sorcière, de folle alliée. Alors, ce que j'appelle les maquereaux des vignes s'en sont pris autrement pour tenter de la discréditer. Mais le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes tables du monde voudraient avoir les vins de Marie-Thérèse Chappat, et elle ne peut pas suivre, étant donné qu'elle a quelques hectares de vignes. Donc, non seulement c'est le gage d'un vin de qualité, mais aussi c'est le gage d'un développement économique. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, j'avais gardé différentes interviews de cette femme vigneron particulière, d'une femme amoureuse de ses vignes, et j'ai gardé dans mes archives une phrase qui vraiment éclaire toute la question. Elle dit, quand elle a décidé de se convertir, c'est-à-dire de se retourner vers quelque chose d'ancien en fait, hein, elle a dit « Je voulais en finir avec le rapport de force qui régit trop souvent les relations entre le viticulteur et ses vignes. Je voulais en finir avec ce rapport de force. » En fait, quand Dionysos revenait à Thèbes, aurait pu dire « Il faut en finir avec le rapport de force que la cité a instauré avec la nature. Cela, ça n'est pas en ordre. » Mais ce rapport de force, nous le vivons en nous. Quand, par exemple, dans le registre qui est le mien de la psychanalyse, quand, par exemple, nous rationalisons pour ne pas sentir, il y a un rapport de force entre la tête et le ressenti. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. S'il y a un rapport de force au plan collectif, il y a un rapport de force au plan individuel. Nous sommes tous concernés à des degrés divers. Et oui, le Dieu aurait pu dire « Je suis revenu mettre de l'ordre à Thèbes en mettant fin à ce rapport de force que la cité, avec tout ce que cela signifie, la cité, a instauré avec la nature. » Alors, il y aurait tellement de choses à dire, peut-être pour finir, il nous restera du temps éventuellement pour échanger. Parce que comme je vous disais, j'ai simplement suivi un fil. Là, je n'ai pas du tout parlé de Ariane, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, alors qu'elle est au cœur du fil de mon livre. Quelques autres signes de ce changement qu'on voit, qu'on commence à deviner. D'abord, pour les personnes qui ont quelques idées en astrologie, on est dans une ambiance neptunienne. Dans une ambiance neptunienne assez difficile à vivre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Neptune renvoie à Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Et on vit dans une période où le sol tangue sous nos pieds. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde d'incertitude, où les horizons ne sont pas clairs. On s'engage sur la mer, on ne voit pas très bien le cap, on ne sait pas s'il y a un capitaine sur le bateau, on ne sait pas s'il y a une boussole. Nous voilà engagés sur la mer. On ne sait pas très bien si c'est l'horizon, si c'est le ciel, on est dans cette ambiance-là. On est dans une ambiance de décomposition d'un monde, de dissolution d'un monde, de liquidation d'un monde. Certains pays comme la France, ce n'est pas le cas partout aussi, de dépression. De dépression. Eh bien, il se trouve que dans la mythologie, Poséidon, Neptune, c'est le dieu qui fait trembler la terre. Dionysos, dans le mythe, va faire vaciller tout le palais de Panthée, toute cette magnifique construction qui était censée durer pour l'éternité. Il y a déjà cette ambiance-là. Et puis il y a des signes
du retour de ce dont j'ai parlé, de façon très sommaire bien sûr, des signes de ce retour, par exemple l'engouement pour le merveilleux, pour l'irrationnel. Pensez au retentissement qu'a eu un film comme Le Seigneur des Anneaux, qui en fait est un conte de fées, qui en fait est un grand mythe. Et il y a, ce que je disais tout à l'heure, tout un courant où il y a une pénétration de valeurs, de caractère oriental en Occident. Pas seulement les saveurs qui sont dans nos assiettes, mais il y a par exemple des personnes qui se disent chrétiennes, qui en même temps envisagent l'idée orientale de la réincarnation. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes et qui en même temps adoptent des pratiques de méditation, des lectures, de livres sacrés de l'Orient. Or, le Dieu qui organise le mélange sous toutes ses formes, c'est Dionysos. Alors Dieu sait si le vin a tendance à nous mélanger, hein, mais c'est aussi intéressant de dire que un autre végétal consacré à Dionysos, c'est le lierre. Les bacchantes, par exemple, se couvrent le fond de lierre. Quand on veut faire une offrande à Dionysos, les Dionysos mettent du lierre. Vous voyez, dans la langue des oiseaux, il suffit de mettre un trait d'union et on entend ça, et on lit cela dans le lierre. Le lierre, c'est ce qui nous lie à nouveau. C'est très proche de la religion, parce que religion, c'est relié. Alors, il y a deux étymologies à religion, effectivement. Il y a le religaré, il y a relier, et il y a aussi le relegere, qui est relire. Et en fait, il y a deux étymologies. Mais tout à fait. Bien sûr. Dans religion, dans l'esprit religieux, il y a effectivement l'idée de à quoi sommes-nous reliés. L'esprit religieux. Alors, effectivement, vous me tendez la perche pour continuer. Effectivement, c'est un des signes du retour de Dionysos. En fait, la modernité occidentale, la modernité prométhéenne, elle s'est constituée sur le rejet de la religion. Ce qu'ont en commun les grands fondateurs de la modernité, c'est de voir la religion comme une aliénation et de confondre en fait la religion avec le pouvoir des églises. Et donc la modernité s'est constituée sur le rejet de la religion, et en fait on assiste aussi à un retour, non pas des institutions, mais un retour du religieux, à un intérêt pour des spiritualités d'orientation diverses, et en fait à un mélange. Aussi avec une idée que Dionysos vient mettre le monde en grappe. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'Edgar Morin, le théoricien de la complexité. Il se définit, lui, comme un néo-bouddhiste, comme un nouveau bouddhiste. Pas appartenant à une église, mais de sensibilité bouddhiste. Alors, évidemment, face à cela, il y a des gens qui hurlent au syncrétisme. J'ai envie de dire que Dionysos n'en a rien à cirer. Lui, il continue à distribuer du vin et à susciter le mélange, c'est-à-dire le lien de mille et une autres formes. En fait, la laïcité prométhéenne, la laïcité uranienne, à laquelle on est si sensible en France, ou vous êtes si sensible en France, pourrait être le cadre où cette liberté de mélange religieux pourrait s'organiser, mais les choses sont assez compliquées parce qu'il me semble souvent, en tout cas c'est mon regard extérieur, que derrière la laïcité, il y a souvent un anticléricalisme déguisé. Derrière la laïcité se cache une anti-religion déguisée.
Et bon, mais là, c'est un grand débat. Hein. Je le dis juste comme ça. Alors qu'en fait, la liberté uranienne, hein, cette grande valeur, la liberté prométhéenne de penser, pourrait justement être le terrain qui favorise la liberté d'accueillir la pensée de l'autre, d'accueillir la tradition qui vient d'ailleurs, et de voir, de confronter, par exemple, sa propre tradition à celle des autres. Peut-être que parmi vous, il y en a qui s'y intéressent, mais alors je pense que vraiment dans un cadre qui est ma pratique, c'est-à-dire dans le cadre des approches thérapeutiques, ces dernières décennies ont vu fleurir une multitude d'approches qui essayent de rassembler le corps, l'âme et l'esprit. Pratique corporelle, en même temps que pratique de l'analyse, etc. Or, et peut-être je vais terminer par là, hein, Poséidon, donc le dieu grec qui correspond à Neptune chez les latins, vous savez que Poséidon commande les flots, commande la mer, il le commande avec le trident, avec le troident. Et c'est tout à fait... Je vais peut-être terminer par là. Tout à l'heure, je disais que Dionysos vient rétablir le caractère entier de la vie, mais si vous séparez aussi, vous entendez que entier peut se lire entière. On peut être entière, séparée, corps, âme et esprit, en 3/4 séparés. On peut être entier, réuni. Et le trident de Neptune, cette trinité, parle de cette unité. Ce qui rejoindrait par ailleurs plein d'autres traditions religieuses. Hein. La trinité des hindous, la trinité des chrétiens, qui est considérée comme une unité. Voilà, moi je crois que je vais m'arrêter là. Ça vous va. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir, échanger quelque chose? Je sais pas, on en est où au niveau Il y du... avait Pascal tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Non, c'est juste tout à l'heure dans votre démonstration, j'avais l'impression qu'on était justement un peu européocentré, voire. Enfin, et du coup, je me disais au même moment, en 1781, il n'y avait peut-être pas cette même ambiance en Afrique ou ailleurs. Et je me... Tout à fait. Non, mais bien sûr que c'est une réflexion à partir du monde qui est le nôtre. Et quand même, cette révolution prométhéenne, elle a eu lieu en Occident. Il s'est passé autre chose. Ça serait une autre lecture symbolique ailleurs. Mais du coup, au niveau astrologique, ça s'explique comment? C'est juste parce que la carte du ciel n'est pas la même, justement, peut-être en... Non, là, c'est pas une question de carte du ciel. Mais en fait, il n'y a pas seulement l'Europe, hein, il y a les États-Unis, hein, parce qu'il y a la Constitution des États-Unis qui va venir derrière. C'est tout le monde occidental. Là, on rentre vraiment dans des questions de grands cycles mondiaux qui rentrent dans une grande complexité et où j'ai pas forcément la compétence, parce que moi, ma démarche est vraiment centrée en fait surtout sur la personne. Sur la personne, de par le fait que j'articule à la psychanalyse et le travail individuel. Mais je suis tout à fait d'accord, hein, c'est vraiment une réflexion vue à partir du monde occidental. Juste une question par rapport à votre titre. Les poissons, c'est les hommes ou il y a une autre dimension? Pardon, j'ai pas compris les poissons. Par rapport à votre titre, Neptune et les poissons. Neptune est le signe des poissons. C'est ça que ça veut dire. Ah, c'est ça. Oui, parce que c'est un... Et le signe, parce que là, je lis le titre et je vois, et les poissons. Je me dis, les poissons, c'est les hommes, c'est qui? Non, donc c'est vraiment dans l'articulation toujours entre symbolisme astrologique, mythologie et psychanalyse. Neptune est le signe des poissons. Parce que ce qu'on a dit là a des résonances avec le signe des poissons, notamment. Oui. Oui, alors en vous écoutant, j'ai eu 2-3 questionnements. Alors le premier, c'est dans votre premier temps, quand vous avez parlé de Prométhée et du romantisme,
en opposant un petit peu le romantisme et en fait la révolution prométhéenne qui se produisait au moment de la Révolution française. Enfin. Et personnellement, Prométhée, moi, je fais un rapprochement par rapport à notre personnage en entité, c'est Lucifer. Dans le sens où Prométhée, si mes souvenirs sont exacts, vient voler le feu aux dieux et l'apporter aux hommes. C'est bien Prométhée qui vient apporter une forme de connaissance divine tout à fait, aux c'est tout hommes. à fait ça. En fait, le véritable voleur de feu, c'est pas Prométhée. C'est intéressant. Hein. Le véritable voleur de feu, c'est Zeus. Parce qu'en fait, Zeus a repris le feu aux hommes. A repris le feu aux hommes. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça se passe, c'est là qu'on voit comment les mythes se passent dans le monde. En fait, Zeus ne supporte pas que l'humanité devienne de plus en plus intelligente grâce aux dons de Prométhée. Et en fait, le feu notamment, le feu a plusieurs symbolismes. Mais dans l'histoire de Prométhée, Prométhée signifie celui qui voit avant, celui qui prévoit. Et donc, Zeus ne peut pas supporter que l'humanité devienne si intelligente. Et donc il lui retire le feu comme symbole de la connaissance. Et donc ça se passe très clairement. Hein. Vous savez, vous connaissez ce titre qui a écrit ce livre? Une femme qui lit est une femme dangereuse. Ça vous dit rien? C'était, bon, ça date déjà, hein. Mais vous voyez le titre, hein. D'accord, dans certains états dictatoriaux, je sais pas. Non, mais c'est vraiment l'idée que là où on veut garder le pouvoir, la connaissance est dangereuse. Et donc en fait, c'est Zeus qui retire le feu, et alors Prométhée. Alors Prométhée, qui est toujours le bienfaiteur de l'humanité, ni une ni deux, il monte en delà, il demande l'aide d'Athéna, et il va reprendre une étincelle de feu pour le rapporter. Et c'est là qu'il va se faire enchaîner sur un rocher de coquin. Donc, mais c'est Lucifer au sens du porteur de lumière, voilà. De conscience. Alors, si je voulais juste un petit peu poursuivre, effectivement, si on prend l'étymologie de Lucifer, l'ange déchu qui est le porteur de lumière. Attention, mais déjà Lucifer, c'est pas l'ange déchu. Bah, ça dépend pour qui, mais pour moi, je suis chrétien, pour moi Lucifer c'est l'ange déchu. Alors justement là. Mais par contre, j'écoute votre réflexion. Alors, pour revenir sur le romantisme, pour le romantisme, parce que effectivement, j'ai pas été très convaincu moi par votre opposition entre le romantisme et Prométhée. Pour moi, dans le sens où dans le romantisme, si on prend par exemple Goethe, le Faust de Goethe, chez Victor Hugo on trouve la figure de Satan, chez Naudier, etc. Chez les romantiques, il y a toute cette idée de s'affranchir justement des dieux ou d'un ordre divin aussi également. Et je trouve plutôt des points communs, moi, entre le romantisme et cet aspect luciférien ou prométhéen. Je vois pas trop l'opposition. Oui, chez Goethe, je peux citer plein de choses qui ont l'opposition à Prométhée. Non, parce que, évidemment, un grand esprit comme Goethe, il est aussi prométhéen. Mais tout son travail sur les couleurs, tout son travail sur les résonances, sur l'astrologie, en même temps, il est... Non, mais l'opposition, réellement, c'est l'opposition, en fait. La valeur suprême pour le romantisme, c'est la sensibilité. C'est toute la résonance à comment les saisons sont le reflet, réfléchir mes états d'âme. Le poète romantique se regarde dans la nature et se reflète dans la nature. Mais bien sûr, dans une œuvre comme le Faust, je suis tout à fait d'accord, hein, il y a toute une dimension qui est prométhéenne en même temps. Parce qu'un être humain, il n'est pas seulement prométhéen ou dionysien, là je suis absolument d'accord. Mais ça mériterait d'être nuancé, approfondi. Le deuxième questionnement que j'avais, c'est que vous avez abondamment parlé de personnages, je dirais, masculins, Prométhée, Dionysos, et en fait, on entend souvent parler de la figure d'une déesse mère, Isis, Diane, Ishtar, Astarté, on parle de Gaïa pour la terre. Comment ça se fait que cet aspect féminin, de déesse, dans l'Antiquité, pas de déesse,
n'est pas du tout présent dans votre J'ai écrit un univers livre qui s'appelle Le mythologique. Mythe. J'ai écrit un livre là sur ce sujet. Merci. Ah d'accord. Ça, c'est moi. Donc je voulais savoir l'aspect féminin. Ça n'est pas que je Oui, mais ça moi-même un adepte. Mais merci de... Ah d'accord, c'est merci de dire, parce que ce que j'aurais pu dire, il y a tellement de choses, c'est que Dionysos, c'est le dieu toujours entouré de femmes. C'est le dieu qui aime les femmes. Et en fait, c'est ce que... Les Bacchantes. En fait, il est toujours entouré de femmes. Et ce qui signifie qu'il est dans son monde avec les femmes. Et en fait, Dionysos, en fait, c'est le dieu qui a la foi. D'ailleurs, il a passé enfant, il faut voir toute son histoire, hein, il a vécu seulement avec des filles. Pour que justement il soit préservé de la vengeance d'eux. Donc il est complètement à l'aise avec le monde féminin. Et en fait Dionysos c'est un dieu qui à la fois a marié le masculin et le féminin. Mais tout à fait, c'est toute la question. Il me semblait avoir parlé du féminin en mettant beaucoup l'accent, il m'a semblé peut-être pas suffisamment, sur justement que ce type d'intelligence est un type d'intelligence à caractère féminin. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez parlé d'Ariel. Et une dernière question, alors, qui est plus personnelle, c'est parce que je m'intéresse énormément en ce moment au mythe du roi Arthur. Je fais la table ronde du Graal. La question que j'ai, c'est, puisque vous êtes assez spécialiste de Jung, est-ce que Jung a écrit des choses sur Arthur, sa femme, le Graal, sa femme, Emma Jung. Emma Jung a travaillé pendant 30 ans sur la légende du Graal, peut-être même plus. Oui. Et ça s'appelle la légende du Graal. Emma Jung. Et quand Emma est morte, Carl Jung a demandé à Marius von Franz de terminer pour que ça soit publié. Et donc il y a un livre qui s'appelle Emma Jung et Marius von Franz, la légende du Graal. Ça c'est un grand mythe astrologiquement plutôt solaire. Plutôt du type du lion, atteindre le cœur de quelque chose, le Graal, le cœur. Parce que le Graal, c'est la coupe. Personnellement, si ça vous intéresse, je ne sais pas si certains se sont penchés là-dessus, mais je vous invite à faire des recherches sur le prince William, par rapport à sa mère Diana, d'ailleurs, qui évoque la figure de Diane. On a fait une comparaison entre Diana et même elle a eu des tenues qui évoquaient Hécate, enfin la déesse lunaire, etc. Et William, qui a dans ses prénoms Arthur, et il est dit qu'un roi d'Angleterre peut régner sous n'importe lequel de ses prénoms. Donc ça pourrait être le retour du roi Arthur, parce que le roi Arthur est un roi, en anglais ils appellent ça le once and future king, c'est-à-dire le roi qui fut et qui sera, c'est un roi qui s'est endormi et qui est destiné à revenir à la fin des temps dans une période un peu chaotique. Et en fait, c'est très intéressant de creuser le roi Arthur par rapport, enfin à mon sens, par rapport au prince William, dans les temps actuels, je veux dire. En tout cas, c'est une résonance intéressante. Personnellement, ma petite déception par rapport à votre conférence, c'est je m'attendais à plus de... Enfin, vous avez évoqué les questions de nature et ville, écologie, etc., mais plus d'articulation à la période contemporaine, enfin à ce qu'on vit actuellement, et dans d'autres, comment je dirais, dans d'autres tendances, on parle constamment depuis longtemps de l'arrivée de l'ère du Verseau, de sorte de passage de l'état de la Terre, de choses vibratoires de 3e à 4e ou 5e dimension, avec une ascension. Oui, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Voilà. Non, oui, je comprends bien. Mais je ne suis pas du tout de cette tendance-là non plus. Mais je pensais, en venant ici, avoir un discours de cette tendance. Je ne parle que de choses que je vis, que j'aime voilà. Oui. Mais par rapport à la situation actuelle, vous avez évoqué qu'on est dans une période neptunienne, on ne sait pas où on va, mais concrètement, Dionysos, dans tout ça, doit nous servir de guide dans le monde qui vient. Oui. Pour moi en tout cas, c'est... D'accord. Mais concrètement, Dionysos, par quelle figure réelle du monde d'aujourd'hui est-il incarné? Ou dans quelle figure pourrait-il s'incarner? Chez tout le monde. Mais pourquoi s'incarner? Alors c'est ça, justement, dans chacun de nous. La question c'est... je crois qu'on a passé justement
L'idée d'un sauveur qui va oui, je crois sortir du chaos. qu'on est en train de sortir de l'idée, même si par exemple pour la France c'est difficile, hein, parce que pour la France il y a quand même la question de l'appel à une figure salvatrice. Hein. Je veux dire, c'est De Gaulle, on a coupé la tête du roi, hein, et puis après on attend une figure comme cela. Hein. Mais ça c'est toute l'histoire, la richesse de l'histoire des pays. Je pense qu'il faut vraiment considérer les pays comme des individus, hein, avec leur mythe fondateur. Hein. Donc c'est clair que pour la France, l'histoire de la Révolution est très fondatrice. Hein, très fondatrice. Mais je crois qu'on est en train de sortir de l'idée que le salut va venir d'en haut. Et d'ailleurs, c'est complètement contraire à la mythologie de Dionysos. Parce qu'il y a de particulier avec Dionysos. Dionysos, c'est un dieu qui vient d'en bas. Il a une mère humaine. Il a une mère humaine, en fait, il est né à Thèbes. Et en fait, il va monter au ciel. Son père, c'est Zeus, hein, son père est dans le ciel, mais c'est un dieu qui est à la fois humain et divin, d'en bas et d'en haut. C'est vraiment un dieu du mariage. Et donc il nous parle du corps et de l'intelligence. Et donc pour moi, une des voies, mais je crois qu'on la suit collectivement, mais ça ressemble vraiment à Neptune, c'est pas visible, ça érode les fondations de la cité, c'est vraiment, et pour l'instant, il n'y a pas la masse décisive, on pourrait dire, qui fait contagion. Mais il y a cet esprit-là, on ne croit plus que la révolution va venir avec des grandes idées. Alors qu'avant, on y croyait à fond, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Non mais la révolution peut-être plus individuelle. Oui. Quand vous parliez de tout à l'heure de masculin, enfin je ne connais pas grand-chose à tout ça, enfin, ma réflexion c'est que ne doit-on pas, chaque personne ne doit-elle pas réunir son masculin et son féminin? Plutôt qu'on n'est pas dans le masculin extérieur comme pour moi le féminin. Je crois qu'on a en soi le masculin et le féminin, peut-être le cerveau droit-gauche, je ne sais pas. Mais on doit trouver à l'intérieur de soi, chaque personne doit trouver à l'intérieur d'elle-même son masculin et son féminin, créer un équilibre qui pourrait rééquilibrer le monde quelque part. Alors moi je vois comme ça. Absolument, sauf que quand on... Absolument, je suis absolument d'accord, sauf que on doit le faire, c'est une chose, mais comment le faire en est une autre. Là, on est d'accord là-dessus, mais là on est tout à fait d'accord. Je sais pas, moi c'est la vie, moi j'arrive à un certain âge de ma vie, et je me rends compte que bon, j'ai vécu tout ça, moi je me sentais Uranus, enfin j'ai l'impression d'avoir vécu tout ça. J'ai connu aussi l'écologie, puisque je l'ai pratiquée pendant plus de 20 ans, mes idées là, depuis longtemps je les ai, et je les ai pratiquées, ce ne sont pas que des idées, parce que je vois plein de gens avec des idées, mais qui ne font rien du tout. Moi j'ai pratiqué, je regardais mes mains ont travaillé, ont pratiqué, et maintenant que je vieillis, je ne peux plus travailler, j'arrive à une fin de vie où vraiment je voudrais me réunir, retrouver en moi une unité qui unirait le masculin et le féminin sans avoir besoin de chef ou de, je sais pas, d'autre chose. Si chaque personne, individuellement, n'attendait pas d'un pouvoir illusoire quelque chose, et chacun faisait quelque chose pour petit niveau, moi je suis sûr qu'on en sortirait. Oui, mais bien sûr, bonne volonté, en fait, ce que vous êtes en train de dire, et ça fait le pont avec mon propos de tout à l'heure, si Dionysos vient rétablir le caractère entier de la vie, le caractère entier de la vie ne peut être réalisé qu'à travers des êtres, des individus qui se rendent entiers. On sait très bien que quand on n'est pas en ordre avec soi, on sème le chaos autour de soi. Vous êtes d'accord? On est simplement de mauvaise humeur, on est simplement en conflit et on sème une mauvaise atmosphère autour de nous. Notre chaos intérieur génère du chaos autour de nous. Or, le chaos collectif, il se nourrit de nos chaos individuels. C'est ça que nous... Et l'unification collective, elle ne peut advenir que par l'unification des individus. Oui. Et ça, je pense que collectivement, on commence à assez bien le comprendre, même s'il y a encore que fait la police, que fait le gouvernement. Bien sûr qu'ils ont quelque chose à faire. Hein. Chacun a sa place. Bien sûr. Le monde est régi par l'argent. Finalement, comment vous voulez changer des valeurs alors que tout ça, c'est... Oui, Moi, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui parle de valeurs. J'entends jamais parler de valeurs. Alors, à la fois individuellement, on a le sentiment d'être assez impuissant, et à la fois, le consommateur, par exemple, a un pouvoir énorme. Parce que si on refuse, dès qu'on apprend que telle multinationale, tel produit est justement fabriqué dans des conditions innommables, si on arrête de l'acheter, c'est fini.
Et donc, il faut que chacun, par exemple, par exemple, que chacun prenne ses responsabilités là où il en a. Je vais acheter des médailles 50 €. Enfin, je sais pas combien. C'est une question d'argent, je pense. Si les gens vont faire en Chine, par exemple, avec une main-d'œuvre pas chère, c'est une question de pognon. Enfin, les engrais, c'est pareil. Si